Bonjour, c'est Lilian, et aujourd'hui nous allons enfin conclure cette vidéo lore Tower of God sur la RAO, avec cette troisième partie où nous parlerons des 4 rankers les mieux classés, ainsi que des non-rankers les plus puissants et influents de la tour. Cette vidéo est faite pour être vue après les 2 vidéos précédentes sur la RAO, alors si vous ne les avez pas vues ou que vous avez besoin d'un petit rappel, je vous encourage à aller les voir avant de continuer. Mais bref, ne perdons pas de temps, et parlons des êtres les plus puissants de la tour. Urek Madzino. Il était, avant que Jahad ne redevienne actif, le plus puissant ranker actif de la tour. Il fait 1m95 et son surnom est Rayon Barracuda. Rayon fait référence à son style de combat, puisqu'on dit qu'il tire du Shinsu à la vitesse de la lumière, même si c'est sûrement une exagération, et Barracuda fait référence au nom de l'anguille de métal blanc la plus agressive et féroce de la tour. Son surnom est d'ailleurs souvent simplifié par Barracuda. Quant à son vrai nom, Urek est inspiré du terme générique poisson de roche, Ooreok en coréen, qui désigne l'ensemble des poissons vivants dans les roches. Quant à Madzino, cela fait référence à notre grande et glorieuse ligne Maginot, une extraordinaire ligne de fortification construite par notre beau pays afin de se protéger d'une potentielle invasion allemande, en cas de nouvelle guerre après la Première Guerre mondiale, et qui sera complètement inutile puisque les Allemands passeront tout simplement à côté pendant la Seconde Guerre mondiale. Fallait y penser. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'histoire, vous pouvez aller checker la page Wikipédia au pire. Urek est aussi le vice-capitaine du Wolexong, et la personne ayant gravi la tour le plus rapidement de son histoire, c'est-à-dire en 50 ans seulement. Il est d'ailleurs l'irrégulier que l'on connaît le mieux si on exclut Bam et Rachel, il y a donc logiquement énormément de choses à dire sur lui, donc je vais essayer d'être concis. On ne sait pas quand exactement, Urek Madzino était à la poursuite de Fantaminium et l'a suivi à l'intérieur de la tour. Puisque Yuri a rencontré Fantaminium dans le palais de Jahad et qu'elle est âgée de plus de 500 ans, on peut supposer que Urek soit entré dans la tour il y a environ 500 ans, ce qui est très récent dans l'histoire de la tour. Il a gravi la tour très rapidement et a notamment passé le test de Ariehon au 100e étage. Il est passé par le train de l'enfer, a rencontré le dieu des gardiens et a laissé une donnée corrompue de lui-même dans l'étage caché. Il a aussi rencontré Baekryun lors de son ascension et a créé le Wolexong avec lui après être devenu ranker. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai déjà racontées à son propos dans les différentes parties de cette vidéo, comme la fois où il a kidnappé Robert Isand, ou la fois où il a battu Quadrado. Il y a aussi tout ce qui concerne la création du Wolexong, son amitié avec Baekryun, que je réserve pour une prochaine vidéo. Et ça tombe bien car on a déjà beaucoup de choses à dire en ce qui concerne ses pouvoirs au combat. Mais avant cela, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur sa personnalité ou sur les relations qu'il a avec les autres personnages. Pour commencer, c'est quelqu'un de très sûr de lui, avec une pointe d'arrogance. En même temps, il a des raisons de l'être. Et c'est notamment pour cela qu'il appelle beaucoup de gens bébés. Il est très respecté par les hommes, mais généralement, il semble être détesté par toutes les femmes qu'il rencontre, et il y a d'ailleurs toujours des sales rumeurs à son propos. Il est en vérité très sympa, va toujours chercher à aider ses amis, les gens qu'il considère dignes de recevoir son aide. Il est amoureux de Garam Jahad, mais celle-ci le rejette. Il est ami avec Yuri Jahad, même si cette dernière l'insulte tout le temps. Son meilleur ami est Baekryun, comme je l'ai déjà dit. Il était aussi ami avec Heljo, et il paraît qu'il va souvent boire de l'alcool avec Jochun, l'un des 3 seigneurs de l'empire de Jahad. Concernant les 10 familles, on sait que Kunedan aimerait bien l'affronter et que Ariehon a avoué que Urek était bien meilleur que lui, et que Urek et Pobido Gustang ne s'apprécient pas. Gustang considérant le Wolexong comme quelque chose de décevant, et Urek détestant le fait que Gustang regarde les gens normaux comme des insectes. En ce qui concerne Jahad, il a l'air évident que l'arrivée d'une personne aussi puissante et imprévisible que Urek n'est pas une bonne chose. Mais ils ne sont pas hostiles l'un envers l'autre. Urek refusant de s'attaquer à lui, même par amour envers Garam. On ne sait pas si c'est parce qu'il pense être incapable de le battre, mais personnellement, je pense plus que ce soit à cause de la menace qui peserait sur ses amis. On sait que Jahad est impitoyable, et que si Urek l'attaquait, il s'en prendrait sûrement à ses amis du Wolexong. Or, Urek est ranker du Wolexong au beau être fort, il ne pourrait rien faire face à l'armée de Jahad, les chefs de famille, ainsi que Jahad lui-même. Ce serait du suicide. Urek éprouve aussi un désintérêt pour la politique de la tour, puisque son seul but est de sortir de la tour. Il est donc évident qu'il préfère ne pas créer de conflits inutiles, même si ses actes impulsifs peuvent créer des tensions. Enfin, il a montré de l'intérêt envers Bam dès sa première rencontre au 21e étage, alors qu'il ne savait pas qu'il était un irrégulier. Et Bam, de son côté, semble très intéressé par ses histoires à propos de l'extérieur de la tour, comme il a pu le rappeler lors de leur 2e rencontre à l'étage de la mort. Pour ce qui est des capacités d'Urek au combat, il y a beaucoup de choses à dire.
Pour commencer, bien que sa position au combat soit officiellement celle de pêcheur, il a une parfaite maîtrise de la quasi-totalité des autres positions et est très agressif dans chacune d'elles. Une fois, alors qu'il était dans la position la plus éloignée, il réussit à abattre un porteur de phare qui était lui aussi dans la position la plus éloignée des combats. Sioux, en grand fan de foot qu'il est, a comparé cet exploit à un goal qui marquerait un but depuis sa cage, faisant traverser la balle sur tout le terrain. L'arc de l'étage de la mort nous a bien montré sa puissance hors du commun. On l'a vu mettre en danger Karaka, un haut rankeur, simplement en utilisant son index avec 1% de sa puissance. On a aussi vu ce que donne l'une de ses attaques avec 10% de sa force face à Helljo, nous donnant ses incroyables planches. C'est aussi dans cet arc que Pobido Gusteng avoue ne pas vouloir contrarier Urek, de peur de voir sa famille tout entière être exterminée. Et on parle bien là de l'une des 10 grandes familles. Urek possède une force physique incroyable, même surréelle aux yeux de n'importe quel régulier ou rankeur. Vous voyez son attaque contre Helljo à 10%. Eh bien ce n'est que de la force brute, il n'y a pas de Shinsu, c'est juste l'ongle de choc de son poing. Il a aussi une résistance au Shinsu tellement grande qu'aucun phare ne peut l'affecter de manière significative, un phare comme l'Opéra ne pouvant l'arrêter qu'un dixième de seconde. Il y a aussi son agilité et sa vitesse qui sont toutes deux extraordinaires, comme on en a eu la démonstration à l'étage de la mort. Les gens qui ont vu Urek au combat décrivent d'ailleurs son style de combat comme agressif, féroce et rapide, mais très beau. Enfin, il possède une grande maîtrise en ce qui concerne la manipulation du Shinsu, et je pense que ça paraît assez évident. Surtout qu'il faut bien se dire que l'énorme attaque qu'il a fait face à Helljo ne représentait qu'un dixième de sa force, et que surtout ce n'était qu'une seule attaque. Il peut très bien enchaîner des attaques comme ça, en continu, en étant à 100%, et en rajoutant en plus du Shinsu à ses attaques. On imagine donc bien ce que donnerait un combat entre lui et l'un des hauts rankers proches de son classement. Cela pourrait sûrement ravager une bonne partie d'un étage, même si leur taille est plus grande que le continent américain. Et pour finir, histoire de se rendre compte d'à quel point il pourrait être dangereux, dans l'étage de la mort, on l'a vu littéralement distordre l'espace afin de se déplacer quasi instantanément jusqu'à Gusteng. Ce dernier laissant d'ailleurs entendre que c'était une technique extrêmement dangereuse, car en cas d'erreur, cela aurait de graves conséquences sur l'ensemble des êtres vivants de la zone. Tout cela nous laisse entreapercevoir ce dont il serait capable dans un combat réel, en se donnant à 100%. Finalement, la place d'Urek dans l'histoire de Tower of God est vraiment particulière. Il s'agit un peu d'un ovni. Il débarque de nulle part, vient bouleverser l'ordre établi par sa seule présence, alors qu'il ne souhaite même pas prendre part au conflit politique de la tour, et a pour seul but de s'échapper de la tour afin de retourner dans le monde extérieur d'où il vient à la base, tout en faisant profiter ceux de son entourage. Si Sioux disait dans les notes des chapitres 224 et 250 de la saison 2 que Urek serait un personnage qui serait exploré plus en profondeur plus tard dans l'histoire, et que sa relation avec Garam Jahad sera plus exploitée, il reste sûrement une personne difficile à gérer puisqu'il pourrait régler, de par sa puissance et sa gentillesse, quasiment toutes les situations délicates sans aucun problème. Cependant, et heureusement pour le bien du scénario, il y a une personne devant lui dans le classement qui semble être l'antagoniste ultime de l'histoire de Tower of God, et je veux bien sûr parler de... Jahad. Il y a tellement de choses à dire, à analyser ou à théoriser à propos de Jahad qu'il mériterait à lui seul une vidéo entière. Jahad est le roi de la tour, ou du moins de ses 134 premiers étages. Il est actuellement le ranker actif le mieux classé de la tour, mais aussi la personne la plus influente, puisqu'il dirige la tour tout entière, et que le moindre de ses actes a des répercussions sur tous les habitants de la tour. Il mesure 2,40 m et ne possède pas de surnom, si ce n'est roi de la tour. Il est aussi à la tête de la famille Jahad, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur l'empire de Jahad. On ne sait pas s'il a un prénom, et on ne sait d'ailleurs même pas si Jahad est son nom ou son prénom. Ah, et en ce qui concerne le débat sur l'écriture de son prénom, sa véritable orthographe est bien Jahad, avec un Z, même si ça se prononce Jahad. C'est Sioux lui-même qui l'a confirmé dans un tweet. Après, ce n'est pas très important, mais perso, je préfère écrire Jahad par habitude, et parce que je trouve ça plus stylé. Mais faites comme vous voulez, hein. Son histoire est tellement liée à celle de la tour qu'il suffirait de regarder ma vidéo sur l'histoire de la tour, l'épisode 2, pour la connaître dans les détails. Mais pour résumer, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, il est rentré dans la tour accompagné de ses 12 compagnons, qui sont les actuels chefs des 10 grandes familles auxquels on rajoute Arlen Grace et V. Il a conquis la tour lors du grand voyage, et il est d'ailleurs passé par le train de l'enfer où il a rencontré le dieu des gardiens, et aussi créé sans le vouloir l'étage caché. Il y retourna d'ailleurs plus tard, on ne sait pas quand exactement, afin de corrompre sa donnée et effacer les données de ses compagnons. Ensuite, lors de l'âge de l'ascension, il l'a civilisé et a mis en place le système des réguliers afin que tous les habitants de la tour puissent la gravir. Au bout d'un certain temps, il décida d'arrêter l'ascension du 134e étage,
de bloquer l'accès au 135e et de passer un contrat avec tous les administrateurs d'étage afin de devenir le roi de la tour. C'est aussi pendant la même période qu'il demanda Arlen Grace en mariage et qu'elle refusa. Arlen Grace et V étant opposés à son projet, il en résultera un conflit entre eux, ce qui sera l'élément déclencheur du début de l'âge de la Genèse. Il finira par gagner la Grande Guerre et s'auto-proclamera roi de la tour, faisant de V et Arlen Grace des fugitifs. Arlen Grace tomba enceinte de Bam pendant sa fuite, et lorsque Jahad l'apprit, il la traqua et tua son enfant sous ses yeux. Une fois la Grande Guerre terminée, il y eut une longue période de guerre, notamment à cause de la création du Fugue. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Jahad est apparu face à Kal-Elam. Mais Jahad a fini par laisser deux choix aux rebelles, la coexistence ou l'extermination. Puis, l'âge de la coexistence débuta. Ce coup de pression. Pendant cette longue période, Jahad devint inactif, mais continua tout de même à manipuler les autres afin d'asseoir son autorité. Comme par exemple avec le système des princesses de Jahad, qu'il a volontairement corrompu. On sait aussi que lorsque Phantaminium est apparu, il est allé voir Jahad avant de disparaître comme il était arrivé, bien que personne ne sache ce qu'il s'est passé entre ces deux-là. Jahad sortit enfin de son hibernation en donnant les 3 ordres après l'activation de son piège dans l'étage caché. Les relations qu'a Jahad avec les autres sont quasiment inexistantes car il ne se montre presque jamais devant qui que ce soit depuis le début de l'âge de la coexistence. On sait que les habitants de la tour, les réguliers et même les rankeurs et hauts-rankeurs, le voient souvent comme un véritable dieu, que ce soit par son influence omniprésente dans la tour, malgré qu'il ne se montre jamais, ou grâce à la propagande et au culte de la personnalité de son empire. Voir l'épisode sur l'empire de Jahad. Il y a aussi de nombreuses personnes qui lui vouent une haine sans pareille, principalement les personnes appartenant aux Fugues, mais Jahad se fiche bien d'eux. En vérité, pour retrouver des traces de relations avec Jahad, il faut remonter jusqu'à l'âge de l'Ascension, ainsi qu'à l'époque du Grand Voyage. À cette époque, il avait l'air assez ouvert puisque Ha Jin-sung a eu l'occasion de discuter avec lui. Les plus vieux membres des 10 grandes familles doivent avoir eu l'occasion de le voir eux aussi, mais les seuls qui ont vraiment connu Jahad doivent être ses compagnons de l'époque du Grand Voyage, comme Quadrado, Molikwan PGR, Luslek, ou tout simplement ses 12 compagnons de base. Actuellement, les relations entre lui et ses 10 compagnons restants sont froides et distantes. Seul le chef de la famille Lopobia semble vraiment le soutenir à fond. On sait par exemple que lui et Khun Hedan ne sont pas en bons termes, et que Pobito Gusteng a même clairement déclaré qu'ils étaient ennemis. On sait aussi que malgré tout ce qui s'est passé, il ne peut toujours pas oublier Arlen Grace, et que c'est pour cela qu'il a corrompu le système des princesses de Jahad mis en place par Gusteng, afin de ne jamais avoir à se marier avec une autre femme. On sait aussi que lui et V avaient des personnalités complètement opposées, ce qui entraînait de nombreuses disputes que Arlen devait arrêter. Enfin, en ce qui concerne la relation entre lui et Bam, eh bien, elle est assez particulière puisqu'il l'a littéralement déjà tué une fois et a essayé de le tuer à nouveau dans l'étage caché, tout en précisant qu'il tuerait aussi toutes les personnes qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Jahad a montré de nombreuses fois qu'il était quelqu'un d'extrêmement froid et cruel. On sait par exemple qu'il n'a pas hésité à maudire les descendants de ceux qui s'étaient rebellés contre lui, ni d'exterminer tous les descendants des natifs. Enfin presque. Si toutefois il avait agi avec impulsivité comme on avait pu le voir avec Arlen, il a l'air actuellement complètement vide et dénué d'émotions. Il semble même rester indifférent au sort de ses anciens compagnons, puisqu'il n'a pas hésité une seule seconde à donner l'ordre d'exterminer la famille Pobido, ni à effacer les données de tous ses compagnons dans les tâches cachées, hormis Khun Hedan. Il est aussi très manipulateur, comme il a pu le montrer en retournant le système des princesses de Jahad à son avantage. Il est en quelque sorte un roi parfait, infaillible, comme s'il était destiné à régner. Cette notion de destin est d'ailleurs très importante et semble occuper une place prépondérante dans l'intrigue, Jahad prétendant pouvoir contrôler la destinée elle-même. Son actuelle personnalité est totalement opposée à celle qu'il avait lors de sa rencontre avec le dieu des gardiens, car à l'époque, il était très similaire à Bam. Il souhaitait juste rendre tous les habitants de la tour heureux. Il y aurait énormément de choses à dire à propos de son évolution, donc je vais éviter de trop en parler, mais il est clair que lui et Bam se ressemblent beaucoup sur certains aspects. En ce qui concerne ses pouvoirs au combat, il y a également énormément de choses à dire. Très peu de personnes l'ont vu à l'action, mais ses incroyables capacités au combat sont connues de tous, même s'ils sont loin de véritablement en mesurer la grandeur. Il est connu comme étant le plus grand pêcheur de la tour. Il semble aussi avoir une certaine capacité de prémonition. Il est en effet capable de voir la destinée, sachant que comme tout est régulier, il peut aussi la modifier. Et il est si habile avec son pouvoir de prémonition qu'une fois couplé à son statut d'irrégulier, il arrive à piéger et à retourner contre eux les capacités exceptionnelles de prémonition qu'ont les personnes capables de voir le destin, comme avec Kal-Elam ou les guides. Il a aussi un pouvoir très étrange qui ressemble à une espèce de démon avec des cornes tentacules rouges, comme on a pu le voir dans les tâches cachées.
Il sait utiliser des sorts, vu qu'il a pu enfermer dans les 13 mois la femme qui deviendra le fantôme des 13 mois. On sait aussi que son sang est si puissant qu'aucune femme ne semble pouvoir porter son enfant, et qu'il suffit qu'il en donne un peu avec la méthode des princesses de Jahad pour que ces dernières deviennent beaucoup plus puissantes, sachant que ces princesses semblent être complètement pétrifiées lorsqu'elles le voient. Il est immortel, comme ses autres compagnons, mais est aussi invulnérable grâce à un contrat avec les administrateurs. Ce qui fait que seul un irrégulier, qui n'est pas soumis aux règles de la tour, peut l'attaquer. Il est un maître du combat au corps à corps, possède une vitesse, une agilité, une endurance, des réflexes et une force physique incroyable, le tout couplé d'une résistance et d'une maîtrise du Shinsu hors du commun. Il suffit de voir les combats de sa donnée contre Bam ou les données de Kun Heidan et Kun Machini dans les tâches cachées, pour se rendre compte qu'alors même qu'il était encore en pleine ascension de la tour, il était déjà extrêmement fort dans tous ces domaines. Alors imaginez-le aujourd'hui alors que des dizaines de milliers d'années se sont écoulées. La seule fois où on l'a vu se battre depuis qu'il est devenu roi de la tour, c'est dans le flashback de Kel Elam, où il anéantit toute son équipe en créant d'immenses aiguilles dorées. Une technique qu'on avait déjà vu utilisée par sa donnée dans les tâches cachées, et qui donne un aperçu de son évolution. Cette technique s'appelle d'ailleurs l'aiguille dorée de l'île mystérieuse. On sait aussi que sa donnée utilisait une aiguille nommée Leucalicus, ou aiguille de guerre. C'est une aiguille très puissante qui possède 3 formes. La première s'appelle Leucalicus, elle est blanche et a une forme assez inhabituelle pour une aiguille, elle ressemble plus à une épée. La deuxième forme est Sélacanthe, elle est rouge et ressemble plus à une aiguille. Et il y a enfin Léviathan, la troisième forme, où elle devient rouge sang. On ignore si Jahad possède encore cette arme, mais on a vu que son vrai lui, ou plutôt une partie de son actuel pouvoir, en avait 3 à la taille lorsqu'il est arrivé à l'étage caché. L'une d'elles est peut-être le Leucalicus, même s'il est très probable qu'il ait depuis obtenu de nombreuses nouvelles armes bien plus puissantes. Finalement, Jahad semble être l'antagoniste principal de l'histoire de Tower of God. En vérité, tout semble tourner autour de lui. Toutes les intrigues lui sont liées, il semble par la même occasion quasiment invincible. Il est extrêmement puissant, immortel, invulnérable, aux commandes d'un empire gigantesque pour lequel il n'existe aucune opposition sérieuse. En plus de cela, il semble infaillible, il est très intelligent, manipulateur, froid, calculateur, semble dénué d'émotions, ne laisse aucune opportunité à ses ennemis et pour couronner le tout, semble capable de contrôler le destin lui-même. Voilà l'ennemi que doit affronter Bam. Pourtant, malgré tout cela, il reste encore 2 personnes devant lui dans le classement. 2 personnes qui, malgré cette apparente invincibilité, le surclassent tout de même. Et l'une de ces personnes, numéro 2 du classement, est Enryu. C'est l'un des personnages les plus mystérieux de la tour. Personne ne sait où il est, ni ce qu'il fait actuellement. Il est surnommé Tour Rouge, car le Shinsu de la tour est devenu rouge après son passage. C'est un irrégulier qui semble être arrivé dans la tour directement au 43e étage. Il mesure 1m84 et c'est un lanceur. Su a aussi déclaré qu'il était le plus beau mec de la tour. Si Enryu est 2e du classement, c'est parce qu'il a réussi à faire 2 choses que l'on pensait complètement impensables auparavant. La première est qu'il a réussi à créer la vie avec du Shinsu. On ignore ce qu'il a créé exactement, mais toujours est-il qu'il est le seul dans l'histoire de la tour à l'avoir fait, bien que ce ne soit qu'une rumeur. La deuxième est qu'il a tué l'administrateur du 43e étage. Les administrateurs d'étage étaient jusque-là considérés comme étant immortels, et même un être tel que Jahad était contraint de se soumettre à eux. C'est une chose qui paraissait complètement impensable aux yeux de tous les habitants de la tour, les administrateurs étant vraiment considérés comme des dieux immortels, éternels. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? En fait, Enryu n'est que le messager du dieu de l'extérieur. Il est venu au 43e étage afin de délivrer l'épine à Bam. Lors de son arrivée, il déclara « Seuls ceux qui croient au faux roi resteront ici et feront face à la mort ». Voyant que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire, de nombreuses personnes fuirent, mais les fanatiques de Jahad l'attaquèrent. Enryu les attaqua avec un nombre incalculable de lances de Shinsu. Selon un observateur, il y en aurait eu plus de 9000. C'est en fait juste une blague de Sioux pour faire une référence à Dragon Ball, le fameux Over 9000. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! What the... Mais ça donne un ordre d'idée. Ils se firent tous tuer. Puis l'administrateur apparut, complètement enragé. Un combat d'une extrême violence commença, l'administrateur changea d'apparence de nombreuses fois en combattant, mais même le corps de l'administrateur, que tout le monde pensait invulnérable, se faisait transpercer de toutes parts par les attaques d'Enryu. Même sa capacité de contrôler tout le Shinsu de l'étage n'était d'aucune utilité face à lui. L'étage tout entier fut complètement ravagé,
et l'administrateur finit par perdre face à Enryu. Cela changea complètement le 43e étage et le transforma en un lieu où les règles de la tour n'existent plus. Enryu cacha ensuite l'épine dans ce qu'on appellera désormais l'étage de la mort, puis il disparut. Enryu est donc quelqu'un ayant une maîtrise incommensurable de Shinsu, étant donné qu'elle surpasse même celle des administrateurs et qu'il a été capable de créer la vie. Une maîtrise si grande qu'elle le place au-dessus des règles de la tour. Une maîtrise que l'on pourrait qualifier d'hérétique. Il est d'ailleurs la personne ayant maîtrisé le plus de bang de l'histoire de la tour. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Enryu est un personnage très mystérieux et intrigant. Il y a des rumeurs comme quoi Edon serait à sa recherche. Si c'est vraiment le cas, il est très surprenant qu'il ne l'ait toujours pas trouvé puisque Edon est le seul administrateur à être omniprésent dans la tour tout entière, et pas seulement à son étage. Il est aussi étrange que malgré son opposition claire envers Jahad, il ne soit pas allé le tuer lui-même alors qu'il ne devrait pas lui poser de problème tant il est supérieur à lui. Et quant à une potentielle future apparition de Enryu, Tsu nous l'a confirmé en disant qu'il réapparaîtra dans la dernière partie de l'histoire. Tout d'abord, avant de voir ce qui se trouve à la première place, je tenais à vous faire un rapide tour des noms réguliers très influents mais qui n'ont pas leur place dans le classement à cause du fait qu'ils ne soient tout simplement pas des rankers, sachant que certains d'entre eux n'en sont d'ailleurs même pas humains. Ce sont les mentions honorables en quelque sorte. On pourrait tout d'abord citer la non régulière Yeon Hillard, qui comme je l'ai déjà expliqué, est la femme qui donne naissance à tous les enfants de la famille Yeon, à la place de Yeon Hana, ce qui fait d'elle la femme la plus influente de sa famille après Yeon Hana. Il y a aussi Arvin Lou et Kessa le Furieux, les ministres de la sagesse et de la défense, qui n'ont pas l'air d'être des rankers, même si pour le coup c'est purement hypothétique. Il y a bien sûr Jaina Repelista Jahad, l'unique princesse de Jahad qui n'est ni ranker ni régulière. Elle possède une grande influence non seulement de par son statut de princesse de Jahad, mais aussi parce qu'elle possède un opéra lui permettant d'observer n'importe quel endroit de la tour. Ensuite, on pourrait aussi parler des personnes importantes affiliées à l'atelier, qui sont toutes des non réguliers. Il y a par exemple le forgeron Ashul Edwaru, qui a forgé les armes de la série des 13 mois à partir de la moitié de la clé menant au 135e étage, et qui est par ailleurs l'auteur d'un livre intitulé Les armes de la tour, et qui possède de nombreuses informations intéressantes sur le Shinsu et les armes. Il y a aussi les 4 grands professeurs de l'atelier, Mad, Max, Mai et Mei, qui sont tous les 4 des êtres créés artificiellement par Maxet. Vous avez également Flux, l'un des 3 seigneurs de l'Empire de Jahad, ainsi que l'un des pères de l'atelier, qui possède donc une influence énorme, et qui est lui aussi un être créé artificiellement par Maxet. Et enfin, il y a Maxet lui-même. Maxet est le fondateur ainsi que le dirigeant de l'atelier. Il est donc largement l'un des hommes les plus influents de la tour, voire même le plus influent. L'atelier est une organisation gigantesque, et elle était déjà présente avant même l'arrivée de Jahad dans la tour. Ce sont eux qui sont à l'origine de la quasi-totalité des armes et des objets les plus utilisés par les réguliers et les rankers, ainsi que de toute la technologie moderne. Tout cela est dirigé par un seul homme, Maxet. Un homme capable de créer des vies artificielles. Un homme qui est aussi beaucoup plus vieux que Jahad et ses compagnons. Un homme qui a créé des outils aussi essentiels que les pockets. Son influence est véritablement considérable alors qu'il reste quand même neutre politiquement. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire ou à théoriser sur son sujet, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo lore sur l'atelier. On pourrait aussi citer les personnages qui sont morts ou disparus, mais dont l'influence perdure encore aujourd'hui. Et les meilleurs exemples pour cela sont Arlen Grace et V. Tout d'abord, V était l'un des 12 compagnons originaux de Jahad, un irrégulier donc, et aussi le mari d'Arlen Grace. On connaît son histoire puisqu'on en a souvent parlé, et on sait surtout qu'elle s'est soldée par son suicide après la mort de l'enfant d'Arlen. Il ne laissa derrière lui qu'un ultime message demandant à Arlen de tout oublier et de rejoindre ses compagnons. Enfin, en tout cas, c'est la version qui nous est racontée par Arlen. Mais sachant qu'elle était déjà folle à l'époque, qui sait ce qu'il s'est réellement passé. À part cela, on ne sait quasiment rien de V. La donnée de Kunedan disait que lui et Jahad étaient totalement opposés et qu'il aurait préféré voir V en tant que roi que Jahad, puisque V était bien plus proche du peuple que lui. La donnée de Kunhedan a aussi fait remarquer que parmi les 12 compagnons de Jahad, même si Eurasia Blossom était la meilleure manipulatrice du Shinsu, V était celui dont la tension de Shinsu était la plus intense. On sait aussi que V n'est pas son vrai nom, mais un surnom affectif que lui donnait Arlen. L'influence de V continue de se faire sentir encore aujourd'hui, puisque c'est l'un de ses serviteurs, Grace Mirkea Luslek, qui fonda le Fugue et qui est aujourd'hui la principale opposition existante à Jahad. Quant à Arlen Grace, je ne vais pas non plus vous refaire toute l'histoire, mais voir comment elle a fini. Après le suicide de V, Arlen utilisa un mystérieux sort afin que le corps de son enfant ne se putrifie pas.
ce qui d'ailleurs montre par ailleurs ses capacités de contrôle des sorts, dans l'espoir qu'elle puisse trouver un moyen de le ressusciter. Elle déambula de nombreuses années dans la tour tel un fantôme afin de trouver une sortie. Elle finira par y arriver et offrit son enfant, ou plutôt son cadavre, au dieu de l'extérieur. Puis, ce dernier le ressuscita. Elle fit ensuite la prédiction que cet enfant retournera dans la tour, obtiendra l'épine laissée par le messager du dieu de l'extérieur, Enryu, qu'il se vengera de tous ceux qui l'ont fait souffrir, et qu'il guidera les gens plus haut dans la tour. On ne sait rien de ce qu'elle adviendra ensuite. Mais un élément très intriguant nous fait croire qu'elle pourrait avoir été encore en vie il y a peu. Et c'est tout simplement une phrase que prononcera Rachel à la fin de l'arc de l'étage caché. Arlene te décrivait comme un monstre, laissant croire qu'elle la connaissait. Cette phrase à elle seule est d'ailleurs le sujet de nombreuses théories. En tout cas, on ne sait rien sur son état actuel, on ne sait pas si elle est morte, vivante, et si elle est vivante, ce qu'elle fait, où elle est, etc. En tout cas, son influence actuelle est énorme, puisque c'est grâce à elle que Enryu est entré dans la tour, que Bam a ressuscité et est entré dans la tour. C'est d'ailleurs aussi grâce à elle qu'il est né à la base. Elle semble aussi être la seule faiblesse de Jahad, qui malgré le temps, ne peut toujours pas l'oublier. Pour résumer, elle est tout simplement au cœur de l'intrigue. Sans elle, l'histoire de Tower of God n'existerait tout simplement pas. Pour continuer, on pourrait aussi parler du géant qui, dans l'histoire la plus reculée de la tour, se divisa en 5 êtres contrôlant chacun un élément et qui seront appelés les natifs. On ne sait pas ce que ces natifs sont devenus, mais ils devraient être extrêmement puissants puisque leurs descendants l'étaient déjà beaucoup eux aussi, puisqu'ils étaient les compagnons de Jahad. On n'a aucune idée d'où peuvent se trouver ces natifs, ou même tout simplement s'ils sont encore en vie. Mais on sait que leurs descendants directs sont censés avoir été tous exterminés par Jahad. La seule exception connue étant Rak. Il y a aussi les anciens, ces créatures étranges dont on ne connaît quasiment rien, si ce n'est qu'ils prennent possession de certaines personnes. Les deux seuls connus sont ceux résidant dans le corps de Kel-Elam et celui d'Evankel. On a pu voir que leur pouvoir était extrêmement puissant alors même qu'ils n'étaient pas en mesure de se donner à fond. Il y a aussi certains Shin'e comme le Barracuda, qui est le plus violent et hostile de la tour, ou encore la baleine tueuse, qui est le plus puissant. Il y a également, bien qu'on les oublie souvent, les administrateurs d'étages. On sait qu'il y en a au moins 134, puisqu'il y a 135 étages connus et que l'administrateur du 43e étage est mort, mais il pourrait bien sûr y en avoir encore plus. Les administrateurs sont tous comme des dieux dans leur étage, puisqu'ils contrôlent tout le Shinsu et semblent omniscients. Tout le monde les pensait immortels jusqu'à ce que Enryu tue l'un d'eux. Jahad lui-même ne peut que se soumettre à ces créatures, ce qui fait qu'en termes de puissance brute, si on les mettait dans le classement, Jahad perdrait tout de suite au moins 134 places. Parmi ces administrateurs, il y en a un qui sort du lot et qui semble unique. Il s'agit de Edon. Edon est celui qui choisit les personnes qui deviennent réguliers. Les réguliers, même s'ils sont inférieurs aux irréguliers, sont des êtres qui, dans leur globalité, influent énormément sur la tour. On peut donc se dire que Edon est l'une des personnes les plus influentes de la tour. Il y a d'ailleurs de nombreuses ambiguïtés autour de Edon, et de nombreuses choses laissent penser qu'il est le vrai mastermind de toute cette histoire. Mais comme d'hab, je vais me retenir de lâcher mes théories. C'est une vidéo lore, je dois rester factuel. Enfin, il reste une entité dont on ne sait rien, mais qui est certainement la plus puissante, et qui est d'ailleurs la seule qui puisse peut-être rivaliser avec le numéro 1 de notre classement. Il s'agit du dieu de l'extérieur. Pour pouvoir imaginer un instant à quel point cette entité est puissante, dites-vous simplement que quelqu'un d'aussi puissant que Enryu n'est que son messager. Dites-vous également qu'il a été capable de littéralement ressusciter quelqu'un, même si certains doutes subsistent autour de cette résurrection. Il est en fait très probable qu'il soit un Nexus. Mais qu'est-ce qu'un Nexus, me direz-vous ? Eh bien, je vais tenter de vous expliquer ça avec le numéro 1 du classement. Et le numéro 1 du classement, celui qui domine tout être existant dans la tour, le véritable dieu de la tour, je veux bien évidemment parler de... Paraquel. Il est l'être ultime de la tour, le plus puissant, celui dont les pouvoirs sont ineffables, indescriptibles. Il est la personne dont l'existence même semble défier les lois de la logique et de la raison. Certains disent même que ce serait lui que l'on trouverait au sommet de la tour, car il est la réponse à toutes vos questions. Il est tout ce que puisse exister au monde, tout ce que vous pourriez désirer, tout. Oui, c'est lui, c'est Paraquel. Bon, désolé pour celle-là, reprenons notre sérieux. Mais n'hésitez pas à rejoindre le fan club de Paraquel quand même, nous sommes nombreux. Le numéro 1 du classement est bien évidemment Phantaminium. Phantaminium est sûrement le personnage le plus mystérieux de Tower of God. Personne ne connaît ses motivations.
Il est arrivé un jour, dans la tour, s'est rendu dans le palais de Jahad, et y tua de manière atroce de nombreux membres de la famille Jahad, dont des très puissants hauts rankeurs. Il rencontra Yuri, mais ne la tua pas pour une raison que l'on ignore. Yuri ne dira rien à propos de cela, à part que c'était un sale type. Phantaminium finira par briser toutes les lignes de défense du palais et fera face à Jahad, mais disparaîtra ensuite sans le moindre combat. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Sa mystérieuse apparition et disparition de la tour, en plus d'être un choc pour toute la tour, va laisser de nombreuses questions sans réponse, et c'est pourquoi il aura le surnom Énigme. L'autre raison de ce surnom est son style de combat. On dit qu'il avait un style de combat débridé et décousu, et qu'il utilisait une arme qui n'avait jamais été vue à l'intérieur de la tour. La plupart des témoins oculaires sont morts ou sont devenus complètement fous. C'est pourquoi les rapports sur les événements qui se sont déroulés lors de sa brève apparition n'ont pas été rapportés avec exactitude. Le traumatisme laissé par Phantaminium fut tel qu'il donna naissance au terme irrégulier, un terme qui deviendra un symbole de peur dans toute la tour et qui aura d'ailleurs un gros impact sur Urek Madino durant son ascension, qui arrivera dans la tour à peu près en même temps que Phantaminium puisqu'il était à sa poursuite. Il sera aussi à l'origine d'un changement au niveau des tests du deuxième étage, qui deviendront plus complexes afin de pouvoir filtrer les nouveaux réguliers qui seraient trop dangereux pour la tour et les empêcher de la gravir. Le véritable but des tests du deuxième étage est donc devenu le maintien de la stabilité de la tour, alors que son but initial était d'évaluer le talent des réguliers. Il y aura de nombreuses objections dans la RAO sur le fait de mettre Phantaminium premier du classement, notamment à cause de sa disparition. Mais tout le monde était d'accord sur le fait que sa force à elle seule était bien trop supérieure à tout ce qui était connu jusqu'alors. Depuis, tout rankeur craint un éventuel retour de ce monstre. En effet, après ce qu'il a fait, il est certain que personne ne soit de taille contre lui. Cependant, certains débattent sur qui gagnerait entre lui et Enryu au combat. Ce débat est dû à un manque d'informations de la part des habitants de la tour. Car en effet, Enryu n'aurait strictement aucune chance contre Phantaminium. Et ce pour une raison que seuls les irréguliers peuvent connaître. Phantaminium est un Nexus. Et c'est là que ça devient compliqué. Car en effet, pour vous parler de ce qu'est un Nexus, je dois vous expliquer vite fait ce qu'est Tales User Story. Je vais vous le résumer très rapidement, car il y aura une vidéo lore entière sur Tales User Story, et ce sera d'ailleurs la dernière vidéo sur le lore de Tower of God, car elle conclut parfaitement cette série, et que ce sera sûrement l'une des vidéos les plus longues et difficiles à faire. Bref, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque nouveau chapitre, lorsque vous avez le titre du chapitre avec la présentation habituelle, vous pouvez voir en haut et en petit l'indication Tales User Story by Slave in Utero. On sait ce que veut dire Slave in Utero, c'est le pseudo de l'auteur, qu'on abrège souvent par Sioux, mais que signifie Tales User Story? Eh bien c'est le nom de l'univers dans lequel se déroule l'histoire de Tower of God. Car en effet, la tour, ainsi que l'histoire même de Tower of God, n'est qu'une partie d'une histoire plus vaste qui se déroule dans cet univers, Tales User Story. Toutes les anciennes BD que Sioux a créées, à l'exception de l'une d'entre elles, qui se déroulent dans cet univers, ont été supprimées d'internet par Sioux lui-même, car il considérait que ça en disait trop sur l'histoire de Tower of God. Et seuls des fragments de ces dernières ont été retrouvés par des fans coréens. Et dans cet univers, il existe des êtres que l'on nomme Exis. Phantaminium est l'un d'eux, et c'est d'ailleurs le seul qui soit connu dans Tower of God, Sioux ayant confirmé que Enryu n'en était pas un. Cependant, on peut aussi imaginer que le dieu de l'extérieur en est un aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un Exis est à la base un humain ordinaire qui s'est éveillé, après un processus inconnu, pour devenir un être qui pourrait être considéré comme l'équivalent d'un dieu. Les Exis possèdent un tel pouvoir que même le plus fort des non-Exis ne pourrait battre le plus faible des Exis. Puisque Phantaminium en est un, seul un autre Exis pourrait le vaincre. Or, il n'y en a aucun dans la tour, d'où sa place de numéro 1. Les Exis ont le pouvoir de générer un espace autour d'eux dans lequel ils peuvent utiliser un pouvoir unique qui ne peut être nié ou remis en question, et qui leur permet de contrôler un aspect de la réalité. Donc pour résumer, Phantaminium est un être pouvant littéralement contrôler un aspect de la réalité dans une zone d'action déterminée. On ignore d'ailleurs de quel aspect il s'agit puisqu'il ne semble pas qu'il ait eu besoin d'utiliser son pouvoir d'Exis pour s'infiltrer dans le palais de Jahad et y tuer autant de monde. Et histoire d'en rajouter une couche, Sioux a dit que Phantaminium faisait partie des plus puissants Exis de l'univers de Tales User Story, puisqu'il ferait partie des 5 plus puissants Exis de tout cet univers. Sioux a d'ailleurs dit que Phantaminium n'apparaîtra pas dans l'histoire de Tower of God, hormis peut-être sous forme de flashback, tout simplement car il est infiniment plus fort que n'importe quelle entité de la tour. Pour finir, et pour vous rendre compte d'à quel point Phantaminium se classe au-dessus de tous, Sioux a dit que Phantaminium pourrait, littéralement, détruire instantanément la tour tout entière. Et ce n'est ni une blague, ni une façon de parler, ni une exagération. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, l'histoire de Tower of God se terminera quand Phantaminium s'en sera lassé.
Et voilà, cette vidéo en 3 parties est enfin terminée. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long et je comptais la faire qu'en une seule fois, mais finalement, il y avait tellement de choses à dire qu'elle s'est considérablement rallongée, me poussant à la faire en 3 parties. C'est une vidéo qu'il faut bien prendre avec des pincettes, notamment car elle repose en grande partie sur du lore non canon, et notamment sur du très vieux lore qui pourrait bien connaître de nombreux changements dans la suite de l'histoire. Je sais que cela vous a peut-être frustré que je ne parle pas plus en détail de Tiles User Story, mais il y a tellement de choses à dire dessus que je n'avais pas le choix. La vidéo est déjà assez longue, je pense. En tout cas, au-delà du classement lui-même, il y a une chose que vous devez retenir. C'est que c'est un classement qui va bien plus loin qu'une simple comparaison de puissance brute. C'est un système complexe reposant sur de nombreux facteurs, qui est interne à l'univers de Tower of God, qui est donc établi non pas par l'auteur directement, mais par les personnages de son histoire, et qui est donc faillible, peut être sujet à débat, et manquer d'objectivité. Bref, maintenant que tout cela est passé, nous avons enfin fini toutes les vidéos sur l'Empire de Jahad. Nous allons donc pouvoir commencer à parler des autres groupes de la tour. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à liker si vous les aimez, commenter si vous avez des questions ou juste pour le référencement, et à les partager à ceux qui sont un peu perdus avec tout ça, faites-vous plaisir. Je tiens aussi à donner un immense merci à Asriel qui s'est occupé de la traduction de la vidéo pour les sous-titres anglais, et je dis bienvenue aux anglophones qui me regardent. Bref, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo sur Tower of God où nous parlerons justement du groupe le plus hostile à l'Empire de Jahad, dont nous avons tant parlé. Nous allons découvrir le lore sur le Fugue.